Bonjour Galois, Salut. bienvenue, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, merci de me recevoir. Un plaisir de pouvoir venir parler avec toi et avec la commune. Je suis très heureux de te recevoir. Je vois que tu nous as mis ton bandana habituel des conférences. Oui, Euh, toujours le Honey Badger. Excellent. Alors, plusieurs choses. D'abord, merci de venir dans l'émission. On a échangé ensemble à l'occasion d'un space et tu es venu me voir en disant, tiens, si à l'occasion tu veux qu'on papote de tel ou tel sujet, je serai disponible pour venir en parler sur ta chaîne. Et en fait, si je parle de ça, c'est aussi pour inviter ceux qui nous écoutent, s'ils le souhaitent. Si vous avez un sujet que vous souhaitez porter, eh bien, n'hésitez pas. Faites comme Galois, vous m'écrivez, on se fixe une date. Tu vois, ça a été hyper rapide, hein, tu vois. Et puis, vous venez dans l'émission en discuter. Et moi, je suis content parce que ça me permet d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, ceux qui nous écoutent aussi. Donc, voilà. Donc, merci et bien joué d'avoir pris cette initiative. Et je suis très content de te recevoir. Alors, Galois, on va commencer ensemble. Alors, bon, je vais être très honnête avec toi. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste du développement sur informatique et encore moins sur Bitcoin. Mais bon, j'ai quand même un petit peu bossé le sujet et tu vas me pardonner mes erreurs, mes approximations, j'espère, et tu vas nous éclairer. Alors d'abord, peut-être on peut s'intéresser à ton pseudo Galoisfield. Ça fait référence, je crois, à un concept mathématique. Tu peux nous raconter un peu ton parcours et ton lien avec justement les mathématiques et peut-être qui t'a ensuite permis de t'intéresser à l'approche du code sur Bitcoin? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Galois, ça vient donc de Évariste. Évariste Galois, mathématicien, mort à 21 ans dans un duel pour une histoire d'amour. Pour une amourette, en fait, il a été provoqué en duel. Après être sorti de prison, après avoir été renvoyé de l'école normale supérieure pendant la Révolution de 1830. Et en fait, c'est un mathématicien qui a apporté beaucoup sur la théorie des groupes. Et aujourd'hui, on parle notamment en français plus qu'en anglais de théorie de Galois. Galois Theory, ça existe aussi, mais ça n'a pas forcément le même scope en anglais. Et donc, il a créé, en fait, il a donné les premières intuitions de la théorie des groupes. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle notamment de groupes de Galois et de corps de Galois, qui sont en fait des objets mathématiques qui permettent donc de représenter des nombres particuliers qui vont être, voilà, donc, qui ont certaines propriétés et qui, grâce à ces propriétés-là, nous permettent de mieux les comprendre et mieux les étudier, donc notamment sur des corps, ce qu'on appelle des corps de racines. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc en anglais, c'est ce qu'on appelle Galois field, donc corps de Galois. Et il faut savoir que les corps de Galois sont très utilisés en cryptographie et évidemment sur Bitcoin, puisque ce sont les ensembles de nombres finis qu'on utilise. Donc, tu sais, en informatique, on n'a pas de nombre infini, on a forcément un nombre fini, et en particulier, comme tu le sais, par exemple, on a des bits, donc 0, 1. Eh ben, l'exemple typique, c'est que 0 et 1, ça peut faire un ensemble de nombres qui est un corps, c'est-à-dire que si on dit que 1 plus 1 égale 0, eh ben, à ce moment-là, ça nous donne une opération valide d'addition. Et j'ai toujours la multiplication. 1 fois 1 égale 1, 0 fois 1 égale 0. Et donc, ça me donne ça me donne ce qu'on appelle un corps. Et donc, j'ai un corps valide. Euh, Ok. donc voilà, c'est les premiers ensembles de nombres un petit peu simples. Et on peut complexifier ça, et c'est ce qu'on utilise dans les ensembles de nombres finis. Donc Galois, voilà, c'est un mathématicien qu'on aime beaucoup et dont on aime beaucoup parler quand on parle de l'histoire des maths, parce qu'il a été assez fondateur sur la partie mathématique formelle, et son histoire en plus est quand même assez intéressante. À 18 ans, il a déposé un rapport qui a été perdu par un très grand mathématicien, Louis-Ferdinand Cauchy. C'est un des seuls rapports qui a été perdu dans toute l'histoire de Cauchy, où il était à la direction de l'Académie des sciences. Donc voilà, c'est pourquoi est-ce qu'il est perdu, comment ça se fait que ce rapport est perdu, etc. L'histoire de sa mort n'est pas très claire non plus. On sait qu'il est mort dans un duel après avoir été provoqué, mais salut à tout le monde.
Et donc voilà, et donc bah, moi en gros j'ai fait des maths, moi j'ai fait un petit master, j'ai fait un master en maths, puis après je suis parti en informatique. Et donc aujourd'hui, là surtout, ça fait à peu près 2-3 ans, mon but c'est d'écrire une BIP. Voilà. My life purpose is a BIP. Alors justement, donc merci déjà voilà, pour cette contextualisation de gallois, je ne connaissais pas, évidemment. Mais non, c'est trop bien. Et alors justement, donc, pour revenir un petit peu sur toi, donc, ton parcours académique, donc toi, tu as fait des maths, c'est ça? Tu es un Ouais. matheux à la base. Et ensuite, l'informatique, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. C'est, Du moi coup, de base je voulais faire de la recherche en maths fondamentale. tu l'as fait dans des boîtes, tu l'as fait en tant que, tu l'as fait pour ton propre compte, tu as développé des trucs. Ouais, alors j'ai essayé un peu plein de trucs. Donc après mon master en maths, je suis parti direct en licence 3 d'informatique et pendant ma L3 d'info, en fait, si j'ai fait de l'info, c'était pour être développeur blockchain au début. Donc en fait, dès que j'ai découvert la crypto, la blockchain, donc j'ai découvert Bitcoin en 2016 via le mining, en fait, via la preuve de travail mathématique, puisqu'il y a Math Adulte qui avait sorti une vidéo sur le mining. Évidemment, à ce moment-là, j'étais encore jeune, je me suis pas, j'en ai pas appris à ce moment-là, je suis pas rentré vraiment à ce moment-là. Mais c'est là que vraiment j'ai compris comment ça marchait. Et c'est vraiment en 2021-2022 que j'y reviens en tant que de base investisseur. Quoi. De base, je voulais voilà, gagner de l'argent. Hein. Comme tout le monde, j'ai entendu qu'il y avait x10, j'ai vu Bitcoin à 50K et j'ai fait ah, pourquoi pas moi? Enfin, voilà, je vais essayer de faire un x10. Évidemment, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu de l'argent de potes à moi. Enfin bref, voilà, horrible, je ne suis pas trader, il ne faut pas que je trade. Je suis développeur, c'est très bien. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que je voulais faire développeur blockchain. Donc là, j'ai dit, bon, bah, c'est simple, qu'est-ce que je dois faire pour être développeur blockchain? Bah, il y a développeur dedans, donc allons faire de l'informatique. Donc du coup, je suis repassé en L3. Et en fait, lors de ma L3 informatique, assez rapidement, j'ai cherché un taf en blockchain directement et j'ai réussi à travailler pour Juneo pendant un peu plus d'1 an, je pense. Où j'ai pu faire plein de trucs pour eux. Alors, donc de base, j'ai fait installation des nœuds, configuration, test de leurs contrats. C'est des contrats en TypeScript, donc bah voilà, fallait déployer, s'assurer que ça marche bien, s'assurer qu'on puisse bien, que la doc soit valide, etc. Après, j'ai fait aussi du support client un petit peu. Par rapport aux nœuds et à toute l'infrastructure de Juneo, qui est un fork d'Avalanche. Ouais, j'allais dire justement, c'est Avalanche, hein, Junéo. C'est un fork d'Avalanche. Ouais, ouais. Ouais, Ok. mais ils ont renommé quelques trucs, il y a quelques trucs qui sont différents, mais en gros, c'est-à-dire que toute ma période de test et d'entraînement était sur Avalanche Testnet. Ok. Et alors, justement, aujourd'hui, c'est quoi ta position sur Bitcoin maxi, plutôt Bitcoin tolérant avec le reste, ou au contraire, tu embrasses la crypto en général, la blockchain et tout ce qui circule dessus, quoi. C'est quoi ton positionnement? C'est une bonne question. Moi, bah, donc, de base, moi, je suis là pour la tech. Moi, je suis quelqu'un qui suis là pour la tech. Donc, déjà, même si aujourd'hui, je vais expliquer comment j'ai découvert en fait Bitcoin grâce à Ordinals, en grande partie. Je pense que Ordinals, à l'époque, avait été pour moi vraiment game changer dans mon mindset et dans ma tête, dans Alors, ma et je vais être compréhension. obligé de te couper pour être Oui, sûr que tout le monde nous suive bien. Donc, par exemple, tu peux nous définir c'est oui, quoi oui, bien sûr, j'explique. Hein, juste, Non, t'inquiète, mais c'est c'est moi en fait que de ça manière avait été, itérative, bien parce sûr. que si on utilise des termes qui sont pas clairs, en fait, on Non, perd les gens tout de suite. Donc, t'inquiète pas, mais juste Ordinals, en 2 mots, hein, voilà, pour qu'on évidemment. comprenne un petit peu qu'est-ce que Ça nous c'est. permet d'écrire de la donnée sur Bitcoin. À l'époque, c'était la seule manière d'écrire des quantités arbitraires de données sur Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un protocole qui va nous permettre d'inscrire la quantité qu'on veut donner. Donc, en théorie, on peut vraiment mettre beaucoup parce qu'on peut même imaginer qu'on peut chaîner la donnée. Donc, évidemment, un bloc Bitcoin, ça fait 1 méga. Et on a 3 mégas supplémentaires dus à la signature. Donc, on a de la place pour la signature dans le bloc et Ordinals vient s'écrire dans la signature. C'est là où Kazé en fait a trouvé un hack en 2023. Donc la publication officielle, c'est à partir de fin 2022, c'est-à-dire en octobre 2022, il fait un workshop aux États-Unis
qui fait l'annonce d'Ordinals et qui explique comment ça va fonctionner. En décembre 2022, il y a la première inscription, l'inscription 0. Et en janvier 2023, le code est publié. Et là, les premières personnes commencent à rentrer et à inscrire. Et Alors, en fait, encore une fois, pour qu'on comprenne, en fait, à la base, Bitcoin, tout le monde le connaît comme étant une blockchain sur laquelle tu peux transférer de la valeur, d'accord? Et donc là, en fait, Ethereum en 2015 vient en disant la blockchain, c'est super pour transférer de la valeur pair à pair d'un point à un point B, mais ce serait bien qu'on aille un peu plus loin en permettant notamment d'y développer des applications décentralisées. Et là, donc, on a la block size war où certains voudraient qu'on puisse mettre plus de données et tout. Et finalement, bon, Bitcoin va rester à 1 méga, par exemple. Hein, et puis, Ethereum va se lancer comme étant l'ordinateur universel, c'est-à-dire un peu le Bitcoin sur lequel, alors, je vulgarise, m'en veux pas, hein, mais un peu le Bitcoin sur lequel tu peux développer des trucs. Bon. Alors exactement, et Vitalik l'a dit lui-même. Et alors, c'est ça qui est Oui, c'est intéressant. pour ça que j'essaye, mais corrige-moi bien sûr, mais c'est un peu la vision que j'ai. Voilà. Et donc là, ce qu'on a l'impression, c'est qu'avec Operiturn à l'époque, mais on y reviendra, et les Ordinals donc plus récemment, en fait, il y a un espèce de message de la part de la Bitcoin community en disant non, mais sur Bitcoin, on peut aussi développer des trucs, tu vois. C'est un peu comme ça que je le comprends, mais Exactement. Et pour moi, ça a vraiment été l'étincelle de dire, en fait, moi, on va dire, ce qu'on m'a vendu, en gros, ce que j'ai entendu, en tout cas, et ce qui m'a attiré à l'époque, c'est faire des vrais NFT sur Bitcoin. L'idée d'Ordinals, le vrai purpose d'Ordinals, c'est de faire des vrais NFT sur Bitcoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi des vrais NFT? Dans le sens où ce qu'on veut quand on achète un NFT ou quand on possède un NFT, c'est que la donnée soit permanente, immuable, qu'elle nous appartienne à nous, qu'on puisse prouver qu'elle nous appartient et qu'on puisse prouver l'origine, qu'on sache bien que c'est bien telle personne qui a créé le NFT. Et en fait, sur Ethereum, c'est pas si simple de faire ça. C'est-à-dire que ça va très vite coûter très cher pour mettre vraiment la donnée sur Ethereum. En général, c'est toujours des liens URL. De plus, un NFT, ça reste un contrat. Donc, en fait, il faut savoir que l'immense majorité des NFT, et pas que sur Ethereum d'ailleurs, hein, en fait, le jeton, il est sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Par contre, l'image associée ou le son associé ou la vidéo associée, elle est hébergée sur un Pignata ou un comment ça s'appelle l'autre truc là décentralisé là IPFS, Arweave. IPFS, voilà ça, ou même un cloud tout à fait centralisé. Ouais, Et donc, effectivement, ça pose le risque que tu continues à avoir ce jeton, mais par contre, si le cloud a un problème, en fait, tu te retrouves, tu n'as plus d'image. Totalement. Et ce qu'on peut faire, c'est que je peux même te vendre une URL. Donc, ça veut dire que je te vends un lien vers un site à moi que j'héberge et demain, je change l'image. Ah ouais, c'est ça. Donc, la manipulation, elle est tout à fait possible. Donc, voilà. Or, ce qui a de la valeur, c'est pas tant le jeton que le dossier associé, que le fichier associé. Voilà. Donc, il y a une asymétrie de stockage entre le jeton qui, lui, est on-chain, pas de problème, et celui qui, a priori, sur le marché, a de la valeur, c'est-à-dire donc le fichier associé. Ça, c'est très clair. OK. Et donc, sur Bitcoin, vous avez donc cette volonté, tu me dis, hein, d'avoir du NFT, donc du token non fongible, mais où tout sera on-chain. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Moi, c'est vraiment ce qui m'a ramené là-dedans, en grande partie, en tout cas. C'est de dire que là, enfin, l'image que je vois, c'est celle qui est écrite dans Bitcoin et que la propriété peut être tracée. Et donc, Kazé, pour ça, a proposé la théorie que j'appelle moi en français la théorie de l'ordinalité. En anglais, c'est Ordinal Theory sans le S. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de pouvoir compter les Satoshi. Et en fait, ce que dit Kazé, c'est pour pouvoir gérer la propriété, on va regarder le Satoshi. En fait, on va inscrire sur le premier Satoshi qui sort de la transaction. Et donc, on n'aura qu'à regarder ce Satoshi tout au long de son trajet, en fait. Et donc, on inscrit sur des Satoshi. Mais donc, ça, c'est assez contraignant parce que ça nous oblige à compter tous les Satoshi depuis l'origine. Voilà, ce qui fait quand même beaucoup de Satoshi, hein, puisque en tout, ça fait 21 millions fois 100 millions. Donc, ça, ouais.
Enfin, 19 millions quoi, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, voilà. Donc oui, ça fait quand même pas mal de sats. Bon, pour un ordinateur, ça va, mais bon, voilà, c'est quand même assez contraignant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que UpReturn, qui vient d'être, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir la Bitcoin V30, donc la nouvelle version des nœuds Alors, va Bitcoin. pas trop vite, va pas trop vite. Va Oui, pas trop vite. Parce que pour l'instant, on comprend bien l'enjeu. Pour autant, j'ai pas compris le use case. Parce que, OK, les NFT, alors bon, bah, pour le commun des mortels, c'est les photos de singes, etc. Mais ouais. toi, quand c'est ce cas d'usage du NFT qui t'amène à t'intéresser au développement sur Bitcoin, c'est pour quel cas d'usage typiquement? Est-ce que c'est pour l'art, la spéculation, l'industrie? Toi, vraiment pour toi, un Gallois, en quoi les NFT répondent à un problème? Et tu te dis que sur Bitcoin, si c'est tout on-chain, bah, ça peut y répondre encore mieux. Alors, tout d'abord, donc moi, il y a vraiment le côté permanence de la donnée qui me parle beaucoup et que j'apprécie beaucoup, aussi bien sur les images, donc pour de l'art, parce que j'aime bien l'art personnellement, donc savoir que des artistes vont pouvoir préserver leur œuvre au cours du temps. Déjà, ça me fait plaisir, ça me remboulit. Je me dis, OK, les gens vont pouvoir investir, les gens vont pouvoir. Maintenant, le marché de l'art va pouvoir devenir mature sur Bitcoin grâce à ce genre de technologie. Alors, est-ce que ce sera Ordinal? Est-ce que ce sera en Mais est-ce qu'il y a une concurrent? demande, il y a un marché pour ça? Parce que évidemment, là aussi, nous, on suit le Oui, truc. mais les Hein. gens ne connaissent pas. Non, parce Les qu'en gens fait, ne il y a connaissent eu pas. Il y a un des problème hype. d'éducation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des hype NFT sans ça. Donc, j'ai le sentiment que la spéculation, elle s'en tape un peu de la tech. La preuve, les grandes heures de NFT, c'était les bordel piotes, là, je sais pas quoi, et c'était pas du tout on-chain. Donc, j'ai l'impression que là aussi, il y a une asymétrie entre ce que le marché veut, c'est-à-dire là, de la spéculation, de l'offre et de la demande et tout, et la tech. Et donc, ma question, peut-être très concrètement, hein, tu penses que si demain on arrive sur Bitcoin à rendre tout on-chain plus scalable, plus intéressant et tout, ça peut faire partir un peu le marché NFT, ça peut convaincre des artistes qui jusque-là peut-être étaient un peu réfractaires, etc. C'est concret, c'est réel, tu as eu des discussions avec des artistes dans ce sens-là? Alors oui, j'avais parlé avec Félix. Là, je l'ai reçu dans l'émission, il est très cool. Ah, ah ouais, non, je l'ai C'est regardé. J'aime beaucoup CryptoDude. ce qu'il fait. J'aime Crypto, vraiment beaucoup ce qu'il fait. Il ouais. est quoi? C'est CryptoDude. CryptoDude, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, C'est je l'ai ça. reçu. Si tu veux, l'émission est toujours sur la chaîne. Mais pardon, vas-y, je t'en prie. Très cool. Ouais, bah voilà, bah justement, moi, franchement, lui, il m'avait beaucoup frappé, par exemple. Et lui, pour le coup, a écrit tout le code on-chain sur Ethereum. Et il savait même pas que Ordinal, ça existait. Donc, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a Ordinal, c'est à Bitcoin, tu peux le mettre sur Bitcoin, etc. Et ton code, tu peux vraiment écrire le code et aller chercher la partie de code à exécuter. Donc, c'est-à-dire que lui, CypherDude, puisqu'il a vraiment mis toute une logique de process dans Ethereum qui fait que l'image qu'on voit, c'est un programme qui tourne et qui est compute sur Ethereum. Il y a une logique vraiment on-chain. Et donc ça, c'est totalement possible de le mettre sur Bitcoin plus facilement encore que sur Ethereum et ça devrait coûter moins cher. Mais c'est vrai que pour l'instant, Bitcoin paraît compliqué, les gens ne connaissent pas trop. Il y a eu quand même Sotheby's qui ont fait des ventes aux enchères sur Ordinals. Donc il y a eu notamment un Taproot Wizard qui a été vendu à plusieurs BTC. Je ne sais plus combien, je ne veux pas dire Parce de qu'il y a eu, et là aussi, je ne suis pas bêtises. un expert du sujet, mais on a vu une hype autour des ordinals il y a 1 an et demi, 2 ans. Dis-moi Ouais, à si je peu me trompe, près. c'est à peu près ça, euh, de façon avec une pléthore de collections NFT, avec des prix qui se sont absolument affolés. Et puis ensuite, c'est retombé, hein, comme toutes les hypes. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Est-ce que tu penses que Ordinals, bah, c'est saisonnier, ça va revenir et on passera au Périturn après, on parlera des Ouais, color codes, bien sûr. mais vraiment Ordinals, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment ce qui t'a fait t'intéresser un peu au sujet. Oui, oui, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, donc pour revenir et répondre à ta question sur ce qui m'a vraiment fait que je me suis intéressée à Ordinal, c'est que j'ai vu un potentiel. C'est aussi parce que il y a une idée qui me frappe, moi, c'est si on écrit du code sur Bitcoin et que du coup, si je dois exécuter du code, ben, je vais chercher ce code-là. Tout le monde a accès, donc c'est du code open source et personne ne peut le modifier.
Donc, ça veut dire que tout le monde peut aller exécuter ce bout de code-là et personne ne peut aller le modifier. Et donc, en fait, ça trouve corps notamment dans un papier que j'ai eu la chance de lire à peu près quand il a été publié, qui n'est pas du tout de moi, mais j'ai beaucoup aimé l'idée. Ça s'appelle Boss. Et en fait, l'idée de Boss était assez simple, en fait, qui est de dire, j'ai qu'à, en gros, prendre un navigateur web. On n'a qu'à tous prendre un navigateur web vierge. Et on va lire le code qui a écrit dans Bitcoin. Et si le code, on peut l'exécuter, on l'exécute. Et comme ça, on passe d'une transaction à l'autre. Et donc, en fait, ça nous fait tous une machine partagée à état. Et donc, qui peut exécuter du code. Et donc, l'idée, en fait, qui est assez simple, qui en découle, c'est que, en fait, on a à ce moment-là une machine virtuelle qui est plus puissante qu'Ethereum, qui est plus puissante en termes de calcul potentiel et de use case potentiel, qui est bien plus grand qu'Ethereum, de façon bien plus simple, bien plus élémentaire, et tout en restant full sur Bitcoin, avec des conventions de programmation qui sont assez simples et basiques, avec des faibles requirements, j'ai envie de dire, donc des faibles prérequis. C'est Et important, ça. donc, franchement, voilà, le document avait vraiment été assez intéressant. Il s'appelle Boss et c'est là-dessus, du coup, j'ai forqué ce dossier-là pour faire mon cours sur Ordinals, parce que du coup, j'ai fait un des premiers cours en français sur Ordinals, sur GitHub. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce papier, donc du coup, j'ai récupéré le Git. Malheureusement, voilà, donc pour plein de raisons, malheureusement, ce projet-là précisément n'a pas pu se faire. Je pense en plus, principalement pour des raisons humaines, malheureusement, comme à chaque fois. Mais en tout cas, l'idée était vraiment, j'ai vraiment trouvé corps dans ce que j'ai intuitivement senti de pourquoi je suis allé dans Ordinals, même si j'avais pas forcément l'expression de cette manière-là. Et vraiment, c'est dans ce document et dans les travaux de ces groupes-là que j'ai trouvé et j'ai dit, ah ouais, c'est pour ça que je suis. C'est parce que là, on va pouvoir mettre du code, exécuter du code arbitraire, basé sur Bitcoin. Et là, on va pouvoir vraiment faire de la programmation générale en lisant des transactions Bitcoin. Et parce que je pense qu'il y a vraiment une notion qui est déjà sur Bitcoin. Il y a déjà beaucoup de choses à faire qui est sous-exploitée. On en parlera peut-être un petit peu, mais le Bitcoin script, c'est largement sous-exploité et sous-utilisé. Mais en fait, on peut même dépasser les fameuses limites du Bitcoin script dont on nous parle à chaque fois. Il y a depuis Ordinals, et donc aussi via Return, etc., on peut en parler, mais on a enfin une manière de dépasser simplement le Bitcoin script pour faire des opérations, quoi. Donc vraiment, Ethereum devient boring par rapport à Bitcoin avec tout ça d'un point de vue tech et d'un point de vue dev. Ok. Et voilà, c'est très basé sur JavaScript. En plus, on aime beaucoup JavaScript. Donc, voilà. Petite question, juste pour revenir à toi avant d'aller sur le sujet historique de OP Return. Comment tu t'es formé, comment tu te formes et comment tu évolues justement sur la création et le partage de code sur Bitcoin? Tu fais partie de groupes, vous bossez ensemble, vous faites des ateliers, ou est-ce que tu bosses tout seul en slip dans ta chambre? Non, mais ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas forcément tu sais, autant Solidity, il n'y a pas de problème, tu vois, il y a de la doc partout, c'est hyper facile, tu vois. Mais sur des langages, même, je sais que Rust, ça va, mais ça va mieux grâce à Solana, mais tu prends des langages comme Kero ou d'autres, c'est très compliqué, tu vois. Donc, comment sur Bitcoin, tu as accès au code, comment tu le partages? Voilà, comment ça se passe? C'est un sujet ou pas du tout? Alors, c'est une très bonne question. Oui, c'est un gros sujet. Moi, j'ai de la chance d'être arrivé en quelque sorte, j'ai envie de dire, un peu tard au final. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place parce qu'au tout début, moi, quand je parle un peu avec des OG et qui m'expliquent le début, c'est il n'y a pas de documentation. Tu poses une question sur du code, on te dit, va lire le code. Et là, tu fais, j'ai lu le code, je n'ai pas compris. On te dit, lis encore. Voilà, lis les commentaires, tu vas comprendre. Tu fais, mais les commentaires, ils font 2 lignes, ça veut rien dire. Faut savoir, par exemple, là, justement, en ce moment, je travaille beaucoup sur les PSBT, on en rediscutera si ça intéresse, mais c'est des transactions avancées sur Bitcoin. L'une des seules documentations officielles des PSBT reste dans le code JavaScript lui-même qui interprète et qui agit. Donc, voilà, c'est vrai que Bitcoin a vraiment une tendance à faire de la documentation, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut des gens motivés. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui font vraiment du développement sur Bitcoin.
Donc au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ouais, ça va, il y a plein de gens et tout. Parce que, en fait, quand même aujourd'hui, depuis 2021, 2022, 2023, il y a de plus en plus de gens qui sont aware par rapport à Bitcoin, qui ont déjà fait des tests, qui ont fait des trucs, qui ont fait, tu vois, des vidéos. Là, par exemple, Return, on n'est pas les premiers, tu vas en parler, Ordinals, etc. Donc Ordinal, ça a vraiment été un game changer dans le fait de ramener des développeurs sur Bitcoin. Ça a forcé l'écosystème et l'industrie à créer des outils comme par exemple des wallets que tu peux connecter sur Internet au même titre qu'un MetaMask. Donc, c'est-à-dire que ça a ramené enfin le bouton Connect Wallet. Jusqu'à présent, tu n'avais pas de Connect Wallet. Voilà. Sur Bitcoin, tu n'avais que des wallets pas connectables sur le web comme ça. Donc ça, par exemple, ça a ramené ça. Et ça nous permet d'éviter d'avoir à réimplémenter plein de fonctionnalités de Bitcoin parce que ces wallets l'implémentent pour nous. Donc du coup, on n'a qu'à appeler ces wallets qui vont gérer à notre place. Donc ça, je pense que ça a vraiment été en partie game changer. Ensuite, donc j'ai commencé à vouloir développer. Donc j'ai direct été pour essayer des trucs sur Ordinals. Et Ordinals, en fait, a la bonne, comment dire, le bon goût, un peu le bon ton d'être une surcouche de Bitcoin. Donc du coup, ça simplifie quand même l'interaction avec Bitcoin en permettant une gestion web. C'est que c'est un peu caché, en fait. Si je vais inscribe, si je vais même envoyer de l'argent depuis Ord, ça simplifie l'interaction avec Bitcoin, quoi. Vraiment, en quelques commandes, je peux faire des trucs qui sont plus difficiles à faire manuellement. Et enfin, dernier truc, c'est Chain Code Labs, qui n'est pas très connu. Je ne sais pas à quel point les gens connaissent Chain Code Labs. C'est le premier centre de recherche et d'information à propos de Bitcoin. C'est notamment Chain Code Labs en fait qui finance des Bitcoin Core développeurs pour s'assurer de la maintenance du protocole. Il me semble que c'est une boîte aux États-Unis. C'est déclaré comme une entreprise aux États-Unis. Ils ont des filiales aussi, je crois. Et donc Chain Code Labs font des cours gratuits pour développeurs Bitcoin. Ils le font en Rust, en C++ et en Python. Donc le code de Bitcoin est écrit en C++. Les applications, en général, moi je recommande du JavaScript, Bitcoin JS Lib, Bitcoin JavaScript Librairie, vraiment très très bien pour interagir avec tout le web en général sur Bitcoin. La librairie n'est pas forcément très documentée, c'est-à-dire il y a de la doc, mais elle est assez abrupte et un peu dégueulasse à lire, on ne va pas se mentir. Rust Bitcoin est un peu mieux documenté, et notamment, par exemple, est utilisé dans Ordinals, donc ça permet de voir comment ça s'utilise et à la limite de faire des copier-coller quand nécessaire aussi. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, avec les IA, les agents et les IA comprennent très bien Bitcoin, comprennent très bien comment on programme sur Bitcoin, même si évidemment, elles font toujours des petites erreurs de précision où elles vont inverser un petit truc, elles vont faire une imprécision à un moment. Donc, il faut rester vigilant pour la corriger, mais on va plus être sur une version au niveau de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment Bitcoin marche. Et après, vraiment, la partie plus code et implémentation peut être gérée aujourd'hui de plus en plus par les agents et par les IA. Et okay. Ça, je dirais, ça a vraiment simplifié et rendu beaucoup plus accessible la chose. Alors, à la différence justement de blockchain d'infrastructures traditionnelles, dans lequel il y a des grants, des hackathons, enfin toute une incentive qui est faite pour attirer des développeurs, des fondateurs de projets, allouer des moyens. Bitcoin, il n'y a rien de tout ça. Donc, mis à part le bénévolat et la bonne volonté de ceux qui veulent changer le monde, etc., etc. Est-ce qu'il existe des structures qui permettent de soutenir le progrès de l'état de l'art sur Bitcoin? Parce que bon, faire un paiement, envoyer de l'argent de pair à pair grâce à Bitcoin, ça c'est bon, ok. Mais quand tu commences à devoir développer des applications, des applicatifs, des usages, etc., là, il faut bien ce qu'on appelle en tech, il faut bien des jours hommes.
si tu vois ce que je veux dire. Et qui paye? Donc voilà, donc ma question, c'est comment est-ce que ce modèle peut être durable s'il n'y a pas derrière une structure, soit ONG, soit fondation, soit j'en sais rien. Voilà, je te pose la question. Oui. Ouais, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs ce dont on parlait avec Prof sur la partie université, académique et tout. On a du mal à faire rentrer Bitcoin dans ce monde-là parce qu'on manque de financement par rapport à Ethereum et à d'autres blockchains, effectivement. Donc déjà, c'est clair que il faut être motivé quand on rentre dans Bitcoin. Il faut d'abord être passionné et être là pour la tech, je pense, pour vraiment se mettre dedans. Maintenant, il y a des mécanismes, il y a des choses, on n'est pas non plus tout seul. Il y a des fondations qui financent. J'ai une fondation en tête qui s'appelle SAT quelque chose. Je sais plus, c'est pas Stackinsat parce que j'ai Stackinsat en tête, mais ça c'est une boîte française. C'est une fondation qui s'appelle Satoshi ou Sat quelque chose, je ne m'en souviens plus, qui est un des gros financeurs de l'écosystème, notamment Lightning Network. Donc dans Bitcoin, en fait, c'est Satoshi Action Fund? non, c'était pas à lui auquel je pensais. OpenSat? OpenSat, merci. Okay. Tu me demandes, hein, moi j'ai Google, il n'y a pas de problème. Parfait, ouais, c'est ça, OpenSat. Voilà, donc OpenSat, qui avec en partenariat souvent avec Chain Code Labs. Donc Chain Code Labs sont plus tech, OpenSat c'est plus la partie financement, prennent des projets et ont des grants en général. Donc notamment si tu veux, donc soit en général si tu veux faire un projet open source sur Bitcoin. Et en général, le truc, c'est ça, c'est que moi, politiquement, on va dire, je ne suis pas trop d'accord avec la direction qu'ils prennent, avec les choix qu'ils font. Donc, c'est pour ça que nous, on se positionne plutôt sur Ordinal, c'est sur le segment de la donnée, j'en parlerai après. Et donc, eux, en fait, ils financent beaucoup Lightning Network. En général, si vous avez des projets autour de Lightning pour faciliter l'adoption, faciliter les paiements, faciliter l'installation de Lightning, etc. Donc Lightning Network, le réseau de couche de layer 2, on pourrait dire, donc de paiement rapide sur Bitcoin, afin d'avoir des paiements quasi instantanés. On sait que OpenSat a aussi, me semble, financé ARC, qui est la nouvelle proposition de scaling de Bitcoin. Voilà, avec des UTXO virtuels. Donc, Marius, il nous en avait parlé. Ouais, voilà, ouais. Et, ok, donc il y a quand même des initiatives. Donc voilà, il y a des projets un petit peu, il y a des projets open source. C'est pas folichon quand même. Ça reste un cercle d'initiés et il y a encore très peu de gens pour y aller parce qu'en fait aussi il y a peu de gens qui vont jusqu'au point d'aller, de pouvoir vraiment, le premier truc que je recommande dans l'écosystème Bitcoin, si vraiment on veut rentrer en tant que développeur, c'est aller contribuer sur des projets open source. Prenez un truc que vous aimez, trouvez un service, une app, quelque chose, il y a bien quelque chose qui vous plaît dans l'écosystème, allez contribuer. Genre. Voilà. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de s'onboarder. Moi, j'avais pu faire pendant 1 an de la traduction sur Bitcoin OP-Tech, qui est la newsletter la plus technique qu'on ait sur Bitcoin. C'est le cercle même le plus technique qui vraiment fait tous les débats, toutes les discussions sur les mises à jour. Sur les bips, etc. Donc voilà, j'avais pu faire la traduction en français de ça avec Copain Malin. Et donc voilà, vraiment contribuer au projet. Maintenant, grâce à Ordinal, c'est donc justement, je voulais juste introduire là-dessus, c'est que grâce à Ordinal, c'est grâce au développement justement, avec OpReturn aussi, on en parlera, qui en fait donne des cas d'usage à Bitcoin, autre que le paiement, autre que Lightning, autre que Arc, qui est du paiement aussi, parce que Arc sert à faire du paiement plus rapide. L'écosystème est un moyen de financement aujourd'hui. Et Ordinals est aussi, si vous lancez une collection, si vous êtes un peu malin, si tu arrives à monter une petite équipe, un petit truc, tu vois, un petit graphiste, un petit designer et tout, tu peux monter une collection Ordinals qui peut te financer tes développements pour la suite. Okay. Et ça, je pense que c'est le. Eh oui, et ça, en fait, pour moi, c'est le gros truc, c'est qu'avec Rune, avec les BRC20 aussi, etc., c'est une manière de lever des fonds aussi. Même si c'est peu utilisé comme ça, parce que les gens, en fait, veulent peu développer et ils veulent surtout extraire de l'argent.
Voilà. Mais ceux qui sont vraiment là pour build et qui sont vraiment là pour développer, c'est vraiment un mode de financement, je trouve. Et donc voilà, et donc ça ouvre la voie par rapport au mode plus traditionnel de Chain Code Labs et d'OpenSat et tout. Ça marche. Alors, on va arriver maintenant sur le concept clé de l'émission, c'est OP Return. Alors, pour l'audience, hein, pour qu'ils comprennent un petit peu, OP Return, c'est une petite zone de stockage de données sur la blockchain Bitcoin. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer simplement, en tout cas de façon accessible, à quoi ça sert et pourquoi justement tu le trouves plus intéressant ou plus fidèle à l'esprit de Bitcoin que les autres méthodes comme les inscriptions sur Ordinals par exemple? Et donc, excellente question et excellente suite. Donc, Kazé a vraiment proposé une manière pour inscrire la quantité qu'on veut de données, mais il a utilisé un petit hack. Comme je disais tout à l'heure, ça se trouve en réalité dans la partie signature de la transaction Bitcoin. Donc, il se trouve que ça marche. Très bien, donc ça a permis de gérer plusieurs milliards de dollars de volume. Donc, c'est que c'est fonctionnel. Maintenant, ce n'est pas la façon native de Bitcoin prévue à cet effet. Et en fait, Op Return, c'est la manière native recommandée par Bitcoin et par les développeurs core de Bitcoin pour écrire de la donnée. C'est un champ qui a apparu. Donc, en fait, c'est Satoshi qui a déployé ce champ, donc qui a déployé cette possibilité dès le début. Mais ce n'était pas standardisé. Et ça a été standardisé en 2014. Et ça a été standardisé sur 40 octets. Donc, on avait le droit de mettre 40 octets via cette méthode. Et qui nous permettait de mettre n'importe quel type de données, mais de 40 octets. Par la suite, ça a été augmenté à 80 octets. Et en fait, c'est à ce moment-là que Ordinals, donc quand c'était encore à 80 octets, c'est à ce moment-là qu'Ordinals s'est apparu. Et Ordinals était une révolution parce que on pouvait mettre plus de 80 octets. Et donc, on pouvait déjà mettre, en fait, et c'est ça l'OP Return, ce qui est assez fou, c'est qu'on peut mettre la donnée qu'on veut déjà depuis le début, mais très petite. Et d'ailleurs, là-dessus, pourquoi Vitalik était parti sur Ethereum, et entre autres, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, c'est parce qu'il avait déjà des idées pour utiliser OP Return à l'époque, mais quand la standardisation est sortie, lui, évidemment, avait poussé pour dire, mais les gars, on doit pouvoir mettre la quantité de données qu'on veut. On doit pouvoir push de la donnée. Moi, si je peux push de la donnée, on va pouvoir faire des trucs. Vous inquiétez pas, on peut faire des machines virtuelles, on peut faire de la programmation, on peut contraindre les gens, etc. Mais j'ai besoin de pouvoir mettre de la donnée. Et à l'époque, il lui avait refusé. Et donc, c'est comme ça qu'ils étaient arrivés à 40 octets. Et à ce moment-là, il a fait son tweet là, qui d'ailleurs est ressorti il y a pas longtemps. Les core devs sont contre moi, je ne vais pas aller développer dans un écosystème où les développeurs core sont contre moi et développent contre moi, ça ne sert à rien, je pars. Et c'est comme ça qu'il est parti sur Ethereum et qu'il a refait en fait une logique de blockchain en fait, donc de consensus, et qu'il a fait son propre processing. Même son consensus, d'ailleurs, est particulier. Ce n'est pas exactement le même que celui de Nakamoto. J'aimerais qu'on… Et aujourd'hui, c'est Unlock. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Unlock. Donc, l'enjeu principal, c'est véritablement la quantité, le poids de la donnée, le poids maximum de la donnée qu'on peut inscrire sur la blockchain, parce qu'évidemment, si tu limites ça, tu limites forcément la complexité, les cas d'usage, etc. J'aimerais qu'on revienne sur les colored coins, si tu veux bien, parce que je me suis un petit peu renseigné, et c'est vrai que, alors, ce n'était pas le seul moyen, mais à l'époque, les colored coins qui sont un peu les prémices des NFT, c'est-à-dire c'est Satoshi qu'on pouvait colorer, rendre unique. Tu me diras si c'est ça. Hein. Ils utilisaient notamment OP Return pour inscrire justement ces éléments de différenciation. Et là, on est en 2012-2013, je crois.
Oui, c'est ça, les toutes premières expérimentations. Alors, donc, les premières expérimentations, d'ailleurs, j'ai demandé à des gens, j'ai pas vraiment trouvé de documentation à ce sujet-là. Il faudrait que je demande à Ludovic, qui, je sais, fait un cours, Ludovic Lars, en ce moment, il fait un cours sur ce sujet-là. Pour la partie 2012-2013, ça serait intéressant de lire ce qu'il dit, parce que, justement, j'ai pas cette info-là précise, qui est de quelle manière ils inscrivaient les colored coins à ce moment-là, parce que OpReturn n'était pas standardisé. Donc, ce n'était pas encore adopté. Ils ont pu utiliser OpReturn qu'à partir de 2014. Donc, un peu avant, on dit que ça existait, on en parle, mais effectivement, je ne connais pas leur technique. Je ne sais toujours pas comment ils faisaient vraiment pour l'inscrire. On connaît des méthodes qui étaient utilisées à l'époque, mais j'ai rien qui prouve que ColoredCoin utilisait ces méthodes-là de clés publiques, de fausses clés publiques, où ils écrivaient la donnée dans la clé publique. Néanmoins, effectivement, assez rapidement dans Bitcoin, un des objectifs de beaucoup de gens, c'est de mettre de la donnée. Parce qu'on veut pouvoir faire des tokens, on veut pouvoir faire des échanges par-dessus Bitcoin, on veut pouvoir échanger du Bitcoin, mais pas que. On veut pouvoir échanger des tokens, on veut pouvoir faire de la finance, on veut pouvoir avoir des produits financiers complexes basés sur Bitcoin. Donc, depuis le début, les gens instinctivement, assez intuitivement, se disent attends, j'ai quelque chose, j'ai une base de données qui est la plus sécurisée au monde, qui va être répliquée à l'infini pour toujours. Déjà, j'ai envie de mettre mon message. Après, j'ai envie de mettre une photo parce que quand même une image, voilà, je veux qu'elle perdure à jamais. Et ensuite, je veux pouvoir faire de la finance. Pourquoi est-ce qu'on ne leverage pas pour faire des tokens, pour faire des échanges, pour faire des swaps, pour faire des produits financiers complexes? Et donc, en fait, dès le début, assez rapidement, les gens sur Bitcoin veulent ça. En tout cas, ont ça en tête. Alors, peut-être pas exprimé de cette manière-là, évidemment, aussi clair, mais c'est là que Ethereum a quand même servi à formaliser tout ce qu'on pouvait faire avec une blockchain et tout ce à quoi on pouvait penser, en sachant que le premier use case des blockchains, c'est toujours les tokens. Et donc, les colored coins, ça a vraiment été la première proposition qui, alors selon moi, je pense, donc il y a eu les colored coins, après il y a eu Mastercoin qui en faisait en fait un petit peu partie aussi. Tout ça, en fait, c'est le protocole Omni, qui ont eu plus de 5 ou 6 millions d'inscriptions, je crois, au Preterm depuis le début. Donc c'est un protocole qui a fait quand même du volume, il y a eu des gens. C'était un petit peu un proto, je dirais, c'était le début. C'était le début, c'était les premières expérimentations. Il y a eu déjà du monde qui était là à l'époque. Il y avait déjà des gens qui s'échangeaient ça sur le forum Bitcoin Talk, qui s'envoyaient des messages, qui tout ça pour dire bah, tiens, moi j'ai 3 Mastercoins, je les vends à temps, et donc l'autre qui vient acheter, qui vient vendre. Donc on pouvait, grâce à ça, faire des échanges de tokens. C'était des échanges qui étaient contraignants, c'est pas très lisible. Quand on va dans la blockchain, on lit pas très bien, il faut décoder le protocole. Et c'était une méthode assez ancienne de faire la chose, mais c'était la première méthode qui a marché. Le protocole a marché. Donc les colored coins, qui nous ont permis même d'ailleurs de faire des actifs en général, des open assets quasiment. Donc des actifs ouverts, voilà, où un peu de n'importe qui pouvait venir colorer en fait ces Satoshi et pouvait associer même des liens de site web ou des liens de données. Je sais qu'il y a des gens qui avaient mis des voitures dessus, qui avaient mis des items de la vraie vie aussi, en colorant les Satoshi. Et donc ils disent, bah voilà, sur ce Satoshi coloré, je mets ma voiture. Donc celui qui achète ma voiture, il récupère le jeton, etc. Bon, Très voilà. clair. Donc c'était vraiment les premières expérimentations. Ok. Alors, merci pour ce rappel. En fait, le temps file Ouais, bien sûr, oui. et donc je me permets, hein, m'en veux pas, hein, des fois de C'est bien, c'est t'interrompre. un bon modérateur, franchement, bravo. Ma question, c'est comment réussir à trouver l'équilibre entre l'innovation, donc qui permet justement de pouvoir développer des choses sur Bitcoin, utiliser l'espace de données le plus important, etc., et le risque de surcharger la blockchain, parce que c'est un peu la critique, tu vois, par certains, c'est que plus tu vas mettre de données, plus tu vas la charger, et puis derrière, ça peut aussi nuire à la décentralisation. Voilà. Donc, comment tu réponds à ça? Est-ce que c'est un risque réel ou pas du tout? Bah, réponse très simple, bullshit.
Alors, tu te calmes Euh, déjà, parce que je te trouve très agréable. Voilà. Non, mais c'est pas contre toi, c'est réponse générale à cette question-là. Donc ça, c'est évidemment faux et c'est de la désinformation vraiment pure et dure, ou en tout cas, au mieux de la mécompréhension de Bitcoin ou de la méconnaissance de Bitcoin, au pire de la mauvaise foi et de l'incitation à ne pas faire ce qui est possible de faire. Donc évidemment, la donnée, Bitcoin ne peut pas grossir plus vite que sa taille de bloc. Sa taille de bloc étant limitée à chaque bloc, on ne peut pas faire plus que 4 mégas en tout et pour tout. Toute la quantité de données qu'il peut y avoir dans le bloc, signature, tout compris, c'est 4 mégas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, donc j'avais fait un tweet d'ailleurs à ce sujet-là, qui reprenait Wicked Bitcoin. Ah, je t'entends pas. Pardon, excuse-moi. Je disais donc pour bien comprendre et être sûr que j'ai bien compris, donc il y a 1 méga pour la liste des transactions et il y a 3 mégas pour la signature et Exactement. l'espace, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et, non, non, et l'espace que vous allez chercher sur OP-Return, notamment, c'est dans la partie dédiée à la signature normalement? Justement, non. C'est dans la Ah, partie régulière de 1 méga. donc Là où ça, c'est dans KV, Ordinals. voilà, exactement. Ok, non, mais c'est important. Donc, chez OP-Return, c'est dans les 1 méga, ok. Mais Exactement. alors, et là, question, pardon, hein, peut-être un peu con, mais comment tu peux mettre plus que 1 méga dans 1 méga? Alors, c'est ça la magie de la witness. C'est ça la magie de la witness. C'est qu'en fait, quand il y a eu, du coup, tu en parlais de la guerre des blocs 2016-2017, la résolution de ça, c'est de dire, OK les gars, on a un bloc, 1 méga, c'est le bloc de base, c'est Bitcoin, ça ne bouge pas. Mais on a besoin de pouvoir faire plus. Et donc, c'est la partie qu'on appelle witness dans la transaction, qui est le témoin. En fait, c'est cette partie-là où dans les… Et attention, c'est pour ça qu'il faut utiliser les nouvelles adresses. Par exemple, si tu utilises des anciennes adresses, tu n'as pas accès à ce champ-là, en fait. Tu ne peux pas bénéficier de ces 4 mégas. Tu peux en bénéficier que si l'adresse vérifie les nouveaux standards, donc Segwit ou Taproot. Et donc, en fait, tu viens mettre dans ta signature, donc au moment où tu vas signer comment dire, tes jetons, en fait, tes tokens, tes coins sur Bitcoin, pour les dépenser, Segwit te dit que tu peux mettre cette partie witness qui ne sera pas comptée dans les 1 méga. Et en fait, caser leverage là-dessus en disant sur la partie signature, en fait, quand tu signes, en plus, je vais écrire ma donnée dedans via un petit tricks dans Bitcoin Script. Moi, j'ai rien compris. Bah, je te dis la vérité. Non, je te Ok. le dis parce que en fait, j'arrive pas à comprendre. Donc, parce que tout à l'heure, tu me dis, il faut que tout soit on-chain. C'est pour ça que tu Ouais, es venu. Et là, tu m'expliques, on a 1 méga de taille, mais on peut mettre plus que 1 méga, mais en même temps, tout est quand même dans le bloc. Donc, c'est où? Je comprends pas. c'est dans l'arbre. C'est dans Ah, d'accord. l'arbre Donc, du il y a une bloc. concaténation, Ah, en fait, et c'est dans l'arbre de Merkel. Et en fait, en gros, c'est en dépliant tout qu'à la fin, on. C'est ça? exactement, c'est ça. Donc, c'est-à-dire quand on va tout stocker de la blockchain, là, on va récupérer en allant sur chacune des feuilles de cet arbre. Là, on va récupérer le détail, Donc, en mais fait, il faut tout vous stockez, pardon, hein, en fait, Ouais, vous stockez que la graine qui permet ensuite de faire c'est pousser ça, l'arbre, quoi. c'est Donc, ça. c'est moins lourd une graine qu'un arbre. Voilà, voilà, Là, exactement. j'essaye Exactement. d'imager le truc, hein. Je fais ce que je peux, hein. Totalement. Non, non, mais c'est ça, totalement. Ça, on peut imaginer qu'il y a un méga et qu'en fait, d'un coup, dès qu'il se déploie totalement et dès qu'on va chercher toutes les données, il y a 4 mégas. Ok. Donc, Ça, déjà, voilà. merci. Là, je comprends mieux maintenant, tu vois. Avec Mais, plaisir. c'est hyper intéressant, hein. C'est Euh, plein de Alors sujets. justement, c'est quoi les cas d'usage? Parce que bon, on a compris chez Ordinals, donc c'était plutôt la partie NFT, etc. Là, Operaturn, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que là, on parle vraiment, on va parler de DApp, on va parler vraiment de la finance de demain sur Bitcoin, on va parler d'institutionnalisation pourtant. Enfin, tu vois les choses, ça y est, maintenant que c'est unlock et que c'est illimité, ben, on fait ce qu'on veut maintenant. On fait ce qu'on veut et il y a déjà des projets. Donc, Ah, Ordinals, effectivement, ce qui est rigolo juste de noter, c'est qu'effectivement, le protocole est là pour faire du NFT. Mais quand on regarde les chiffres, entre 70 et 80% de ce qui a été inscrit était du texte et plus précisément était associé à BRC20. Et BRC20, c'est une manière de faire des tokens sur Bitcoin qui utilisent Ordinals. Donc, qui inscrit un fichier de la même manière, en fait, un petit peu que fait Omni et les Colored Coins.
Ils utilisent la même logique, mais avec Ordinals, donc c'est-à-dire c'est écrit dans la partie dédiée à Ordinals. Et en fait, donc plus de 80% de tout ce qui a été inscrit, il y a 112 millions d'inscriptions, donc on est à quasiment 100 millions, entre 80, 90 millions, 100 millions d'inscriptions dédiées à BRC20 et à faire du BRC20. Donc en fait, un des premiers usages réels d'Ordinals, c'est de faire des tokens. C'est ce que le marché a choisi en tout cas. Et ça, pour le coup, UpReturn, une chose pour laquelle UpReturn est très très bon, pour laquelle UpReturn pour moi est excellent, c'est pour mettre du texte. Donc c'est-à-dire tout ce qu'on a en texte à écrire, UpReturn, il est excellent. Si le texte n'est pas trop long, alors s'il est long, c'est juste qu'on va payer un peu cher, mais bon, si on a les moyens de payer, on peut payer. Et sinon, si le texte est court, ça coûte pas très cher, c'est lisible facilement, nativement, et tous les Bitcoin Core Dev recommandent. C'est quoi court? C'est un tweet? Ouais, par exemple, ouais. Et Ouais. long, ça devient long à partir de quoi? Parce que pour qu'on comprenne un petit peu, un article, c'est long? Ouais, bah, par exemple, en fait, c'est en gros, tu sais, quand tu fais show more sur le tweet. Ok, donc ah ouais, c'est vraiment, on a le droit à un tout petit truc, quoi. Bah, en mode que ça coûte pas cher, quoi, en Et fait. Tu vois, après, sinon, ça devient plus coûteux, quoi. ça va assez Ouais, parce que rapidement. quand tu m'as dit le texte c'est bien et tout ça, moi ça y est, je commençais à voir, ok, on va refaire la bibliothèque d'Alexandrie sur Bitcoin, tu vois. Ah, Et là, tu m'expliques qu'on peut mettre des tweets. ouais, non, oui, ça reste des messages financiers courts. C'est pas ouf quand même. Ouais, donc on est d'accord, on a un use case de passer des ordres, etc. Ok, mais ça devient pas une librairie, quoi. Bah, on va pouvoir un petit peu, ceux qui vont vouloir jouer et s'amuser là-dedans vont pouvoir, mais c'est vrai que ça va coûter tellement cher que globalement, je pense que le marché ne va pas s'amuser à payer, je sais pas combien, pour mettre une bibliothèque d'Alexandrie dedans. Il y a des techniques à trouver, il y aurait des méthodes à trouver. C'est pas impossible, hein, parce que si on sait compresser la donnée, si on sait tout ça, mais oui, le premier use case, je dirais, c'est du Parler contenu. de Bible tout à l'heure, donc moi j'imagine le projet d'une vie, tu vois, donc c'est pour ça, si c'est pour mettre des tweets sur Bitcoin, alors bon, bah, je dis pas qu'il n'y a pas de cas d'usage, hein. Je dis juste que tu m'as vendu un truc illimité et maintenant tu me dis on peut mettre des tweets, sinon au-delà de ça, ça devient cher. Alors pardon, voilà, t'as calmé un peu mon enthousiasme, hein. Bah, ça coûte moins cher que sur Ethereum pour être réel, donc mettre Mais de la donnée on-chain. ça dépend, hein, parce que tu sais qu'Ethereum, là, les frais sont au plus bas, hein, donc J'ai vu, ils ont scalé. bah, je sais pas, mais je suis pas, je suis pas. D'ailleurs, je reçois mardi prochain, je dis à ceux qui nous écoutent, Gaëtan Samp qui va venir nous expliquer la mise à jour Ethereum Fusaka. Alors, j'ai pas encore bossé le sujet, mais oui, en gros, ils font des mises à jour régulièrement. Mais voilà. Ok, bon, ça c'est clair. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu Rune et BRC20? Voilà, est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Et qu'est-ce que ça dit justement sur la puissance du code de Bitcoin avec ces différents cas d'usage? Alors, donc, bah, alors déjà, juste, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a eu la V30 qui a permis de déverrouiller Bitcoin, de déverrouiller cette up return justement. Donc, il y a eu tout un long débat avec Luc Dasher notamment qui s'opposait à cette limite, à cette ouverture de la limite up return. Et il faut savoir que même Luc Dasher, qui du coup mine avec Ocean Pool, vient de dire que ça y est, jusqu'à présent, il acceptait que 40 octets dans le return. Maintenant, il accepte 83 octets dans sa pool de mining également. Voilà, il dit voilà, d'accord, j'ai perdu, vous avez raison, vous avez gagné, je prends au moins 80 octets de return. Donc ça nous dit vraiment pour moi que la direction d'UpReturn est inévitable. UpReturn est inévitable dans le choix. Si les Bitcoin Core Dev ont vraiment fait ce choix-là, je pense que c'est vraiment pas laissé à la légère. Ils invitent vraiment à passer les données justement ordinales, c'est tout, à dire les gars, arrêtez d'utiliser des champs signatures, utilisez UpReturn. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus adapté et c'est beaucoup plus sain pour le réseau en général. Et donc, même Luc Dasher commence à lâcher la bride là-dessus. Et donc, là-dessus, il y a en fait deux tokens aujourd'hui, deux standards de tokens principalement sur UpReturn. Donc, les colored coins, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est plus indexé, c'est de l'histoire, quoi. C'est un peu de l'archéologie. C'est très stylé à faire. D'ailleurs, il y a OP Pool
.space, donc opool.space. Si vous allez dessus, vous pourrez faire des recherches sur les op return et surtout les tout premiers op return. Donc, vous pourrez chercher Omni et tout ce qui s'est passé au début. C'est le Google de l'op return. Donc, voilà, vous pouvez aller faire de l'archéologie. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, mais c'est anecdotique. Et effectivement, c'est les deux que tu as mentionnés, Rune et BRC20. Donc, BRC20, c'est moi qui ai proposé ce standard sur op return. Et Rune, c'est Casey Rodarmor, le fondateur de Ordinals. Donc Rune a pris, donc est sorti au moment du halving bloc 840 000. C'est un protocole qui se veut être minimaliste pour faire des tokens et qui est focus sur les meme coins. Donc son but, c'est d'être une fabrique à meme coin, une usine à meme coin, parce que, comme je le disais, l'un des premiers usages, c'est les tokens, et une des premières applications faciles des tokens, c'est les meme coins. Et Casey, n'étant pas non plus un financier, c'est un développeur avant tout. Il a travaillé pour Chain Code Labs, il a développé sur Bitcoin, donc il connaît bien Bitcoin, mais c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui vient de la finance. Et donc, en fait, son premier use case et sa priorité, c'est de faire des meme coins. Nous, avec BRC20, on veut vraiment proposer des actifs financiers complexes, facilement accessibles et trustless, j'ai envie de dire, c'est-à-dire il suffit de lire Bitcoin pour pouvoir réinterpréter ce qui est écrit dedans. Donc, c'est deux standards qui s'opposent en termes de vision pour un truc simple, c'est que Rune est illisible dans Bitcoin. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une transaction Rune que vous lisez, ça ne veut rien dire, c'est juste du code qui va être interprété par l'indexeur. Là où BRC20, nous, on a vraiment fait le choix d'être lisible directement. C'est-à-dire si vous lisez la transaction, vous lisez explicitement le message qui est envoyé. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez minter un token? Est-ce que vous voulez transférer? Est-ce que vous voulez swapper? Ou est-ce que vous voulez faire même quelque chose de plus complexe à l'avenir petit à petit? Okay. Donc, le protocole avance assez bien. Rune domine largement Bitcoin et op return. Rune, il faut savoir qu'il y a eu 115 millions de op return écrits en lien avec Rune, en lien avec la propale de Casey. Et il y a eu 1,5 million d'adresses uniques qui ont interagi avec ce protocole. Et d'ailleurs, donc afin de suivre cette activité, puisque c'est quand même quelque chose qui me parle, et c'est un des protocoles majeurs dans Bitcoin aujourd'hui. Il y a eu plus de op return liés à Rune que d'inscriptions ordinals, donc de 3 millions et quelques. Et donc pour traquer ça et pour proposer vraiment une mesure effective de ça, j'ai proposé là il n'y a pas longtemps le Stones, qui est un token BRC20 qui va venir mesurer et traquer l'activité des runes. Donc à chaque fois qu'il y a une rune, il y a une Stones qui est créée. Et celui qui récupère la Stone, c'est celui qui reçoit le message rune. Voilà, donc celui qui reçoit les runes ou qui fait un transfert ou qui tout ça, il reçoit une Stones dans BRC20 pour mesurer justement cette activité et donc créer un token index. Donc c'est à ma connaissance le premier token index qui croît en même temps que les opérations sur Bitcoin elles-mêmes. Et j'ai vu tu bosses aussi sur sur un Universal BRC20 SDK qui va permettre de migrer le standard BRC20 vers op return, c'est ça? Alors, c'est déjà fait. Donc, ça a été fait en mai 2025, donc mai de cette année. On a migré le standard. J'ai déployé le premier token avec ce nouveau standard-là. Le but n'est évidemment pas de remplacer, mais de mettre à jour. Donc, on reste compatible avec les BRC20 jusqu'à présent. Le but n'est pas de redéployer les jetons qui existent déjà, mais bien d'étendre et de rendre accessible. Donc, le premier token a été déployé. Les tokens qui ont suivi, d'ailleurs, donc il y a eu deux tokens principalement, LOL et WTF, qui ont été déployés. Le swap, hier, est sorti en version alpha.
il sort dans la journée normalement. Donc, déjà là, dans la journée, vous allez être capable de connecter votre wallet, de faire 3 clics. Littéralement, hier, j'ai compté 3 clics pour faire du swap on-chain sur Bitcoin via des BRC20. Et donc, en fait, le standard se déploie. Il est là hein, depuis mai, ça marche assez bien. On a un peu de volume. On a fait un peu plus de 500 000 up return en 6 mois. Voilà, il y a eu 10 BTC de volume à peu près sur le market. On a des market cap qui sont encore petites, mais voilà, qui sont dans l'écosystème de développement, quoi, qui se regardent. Et en fait, nous, ce qu'on a réussi à résoudre, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, en fait, on a vraiment résolu un problème, c'est que Rune, on peut faire des transferts, mais c'est toujours, on ne peut pas transférer le nombre qu'on veut comme on veut. On doit avoir un certain montant préexistant à tel endroit, puis on doit faire des opérations et en général, on doit faire 2 ou 3 transactions. Nous, en une transaction, on peut faire le transfert du montant qu'on veut dans une adresse. Ok. Dernière question. C'est quoi ta prochaine milestone? C'est quoi ton prochain objectif pour continuer à étendre les usages et le code sur Bitcoin? Bonne question. Donc là, les prochains milestones, ça va être de faire le wrap Bitcoin. Donc tout comme on a un wrap Ethereum sur ETH, donc pour avoir un Ethereum en ERC20. Tu sais, pour rentrer dans la DeFi, tu dois d'abord wrapper ton Ethereum. Oui, non, mais pardon, non, mais je comprends bien. C'est juste que mon chat, il est en train de se balader, donc je regardais ce qu'il faisait. Ça n'a rien à voir avec toi. Je sais ce que c'est un wrap ETH, t'inquiète pas. Ah bah voilà. Je ne sais jamais des fois, parce que DeFi et tout, ça ne parle pas à tout le monde. Il était distrait, mais non. Et ben voilà, donc là, on va faire un wrap Bitcoin prouvable. Donc voilà, c'est au lieu d'utiliser un multisig shady, d'utiliser des règles bizarres, on va créer un script qui est public, qui est d'ailleurs déjà dans l'indexeur, qui est déjà vérifiable sur GitHub. Et via ce script-là, on contraint la création du wrap à ce script. Et donc, si le script est bien présent dans Bitcoin, alors le wrap est libéré en contrepartie. Donc, évidemment, si le script est le bon nombre de Bitcoin, hein, puisque évidemment, tu veux wrapper un BTC, tu dois envoyer un BTC sur le script. Et donc là, ça te permet de récupérer un W. Et donc après, via ce W, tu peux l'utiliser dans des pools de liquidité. Et le trader au même titre que du W. Et tu peux l'acheter et le vendre aussi, évidemment, dans le marché. Et bah, normal. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Galois, d'être venu nous partager ta science en la matière. On est devenu incollable en ordinals et hyper return grâce à toi. Non, en tout cas, moi, je vais finir sur un mot. Et c'est l'enjeu, je pense, principal d'un écosystème. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir à quoi les gens y marchent et c'est quoi leur motivation. Et c'est vrai que quand il s'agit de développeurs ou d'entreprises qui sont financées à coups de millions par des fondations, c'est vrai que souvent, l'objectif, c'est un rapide retour sur investissement, la spéculation. Alors, ça peut être l'usage, etc. Mais bon, il y a quand même l'argent corrompt un peu, tu vois, c'est normal. Bon, là, l'avantage sur Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas d'oseille. Et en même temps, c'est peut-être aussi la plus grande faiblesse, c'est peut-être que vous n'attirez pas finalement les meilleurs devs, vous attirez pas, c'est pas méchant, mais les meilleurs devs, ils sont payés des millions, qu'est-ce qu'ils vont venir se casser la tête sur Bitcoin, à moins qu'ils le fassent, tu sais, sur leur temps libre, mais encore faut-il qu'ils aient compris, qu'ils aient la même vision que vous et tout, c'est pas simple. Donc pour moi, c'est le plus gros challenge, c'est comment parvenir. Et tu vois, ça me fait une ouverture sur le projet d'Éric Larchevêque, tu vois, par exemple. Et ouais, parce que pour moi, c'est fondamental. Tu vois, un gars comme Éric Larchevêque, qui a fait ses milliards sur Bitcoin, la self-custody, une communauté, etc. Tu vois, au lieu de faire une Bitcoin trésorerie, une de plus, un club d'investissement, etc. Bref, si tu vois, il avait lancé, je sais pas, une fondation, une ONG, on en a parlé, j'ai fait un post dessus parce que vraiment, je suis convaincu qu'il aurait laissé tellement un héritage plus intéressant, ça aurait été tellement plus utile qu'une partie de cet argent soit rendue à la communauté d'une certaine manière
pour développer des cas d'usage comme ceux que vous faites pour vous, plutôt que d'aller enrichir voilà, une élite, un syndicat, des membres d'un club ou des actionnaires d'une énième BTC Trésorerie Compagnie. Voilà, c'est mon petit cri du cœur, tu vois, je te le dis. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il y a un jour ou l'autre quelqu'un le fasse. On espère, si tout se passe bien, pouvoir financer les développements sur BRC20 et pouvoir faire une vraie fondation pour encourager le développement. Je pense qu'on a trouvé la syntaxe, on a résolu ce problème qui était, je pense, encore ouvert, ou en tout cas qui n'était pas résolu, je pense, aussi simplement que la proposition qu'on fait avec Universal BRC20. Et je pense vraiment que ça peut donner du très lourd sur les financements et sur les dynamiques qu'on a de développement sur Bitcoin de produits financiers. Des produits financiers complexes arrivent. Eric va devoir se mettre à jour. Il va devoir mettre son ledger à jour pour Bitcoin Treasury s'il veut faire du yield sur Bitcoin. Je ne m'en fais pas pour ça. Il va découvrir le swap, il va découvrir du yield, il va se dire « Ah, mais en fait, mes investisseurs, si nous investissions directement, si nous wrappons notre Bitcoin et que nous allons le mettre dans des pools, bah, nous faisons du yield sur Bitcoin. » Ça peut être intéressant. Donc, voilà, merci beaucoup en tout cas, GRM, de m'avoir donné la parole et merci beaucoup pour tes questions et pour ton driving aussi. C'était très intéressante, très ciblée, très pertinente. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Galois. Belle continuation à toi. Et puis, de toute façon, on reste connecté. On reste en contact. Salut, Galois. Salut. Bye bye. Les amis, cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est ça que j'adore dans ce format, c'est qu'on peut aussi bien parler pendant 2 heures de stablecoin, dont certains hyper centralisés. Puis juste après, on peut parler de Bitcoin, rien de plus décentralisé. Je trouve ça fascinant. Et c'est ça aussi la richesse de notre écosystème. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes, en partageant la vidéo, en la likant, en vous abonnant, en commentant. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un don en Satoshi, si vous voulez, ou en d'autres cryptos, grâce au lien que vous trouvez en description.